C'était celle d'Anna Arendt dans le triptyque des origines totalitarisme, où il s'est montré qu'au fond, bon, l'impérialisme et le colonialisme, c'est une sorte de banc d'essai des pratiques raciales et des pratiques d'extermination qu'elle a développées sur notre plan en revenant dans la métropole totalitaire. Donc c'est l'interaction entre les deux que vous analysez. Et ce que je vous ferais riche, c'est le fait de faire intervenir la question du sexe. Comme marqueur, comme point de transition entre la discussion de la race et les différents dispositifs. Juste une question. Il me semble que pour vous, la biopolitique et la notion politique sont les deux volets du biopouvoir, c'est ça? C'est ça. Oui, je ne sais pas comme ça. Mais... Oui, c'est vraiment défini comme ça. Hein. Ouais, la volonté de savoir, par exemple, juste biopouvoir, un ancien politique, plus biopolitique. Oui, mais dans les connaissances scientifiques, c'est pas tout à fait comme ça qu'il y a des choses. Oui, il y a un truc, moi. Parce que sauf erreur, dans il faut dépendre de la société, c'est vraiment un point de détail, enfin encore sur pour avoir des conséquences. Hein. Il identifie le biopolitique et le pouvoir, me semble-t-il, et il distingue la politique qui est disciplinaire. Moi je pense que la force de ton exposé, c'est d'avoir montré qu'en fait, anatomopolitique et biopolitique, ce sont plus que deux régimes de pouvoir, ce sont deux logiques en fait, qui peuvent fonctionner ensemble. Ils ne définissent pas des époques différentes. Ça c'est important pour maintenir une analyse qui permet justement de tenir en compte plusieurs logiques gouvernementales qui sont à l'œuvre en même temps. Quoi. Enfin, moi j'avais plusieurs questions. Plusieurs questions. Des remarques vraiment sur ton exposé, sur votre exposé. La première, c'est que la problématisation de la population que Foucault fait en 1978 dans le cours Sécurité, territoire, population, absolument dramatique le fait qu'il oublie complètement la sexualité. C'est-à-dire qu'il avait parlé de sexualité dans la beauté des savoirs, et c'était vraiment ce pôle qui permettait de tenir ensemble des choses. Il expulse complètement la question de la sexualité n'apparaît pas, alors que si on va lire les traités de l'époque sur la population, on voit que la question de la sexualité est partout. Et vraiment, la question, c'est comment faire entrer la sexualité dans un rapport économique. Donc ça, c'est un premier oubli qui en fait est dramatique, parce qu'il a orienté toute la recherche sur le libéralisme de Foucault seulement du côté de l'économique, sans prendre en compte justement les effets de sexualité, etc. Autre drame, ces modèles de l'affirmation de soi bourgeois, Foucault, il les prend complètement, c'est pratiquement presque du plagiat de Philippe Ariès. Sur le bouquin de 48 sur l'histoire de la population française, Ariès, il avait parlé justement de la deux débuts de la contraception comme cette stratégie d'affirmation de l'histoire de la bourgeoisie. Mais enfin, il y a vraiment des points où, notamment les passages sur le biopouvoir, sur le pouvoir qui a été pendant des siècles, ce fameux passage qui cite tout le monde, le pouvoir était pendant des siècles une sorte d'exclusion par rapport à la vie, maintenant le pouvoir commence à prendre en compte les mécanismes de la vie, ça c'est de Ariès craché. Alors le problème d'Ariès, c'est qu'Ariès, en 1948, il n'a pas du tout une vision, il n'y a pas d'études, en tant qu'historien, il ne peut pas se baser sur une histoire de la colonialité. Enfin, et un peu, si vous voulez, à niveau méthodologique, les drames de Foucault, c'est un peu ça, qu'il travaille en historien, il se base aussi sur des sources historiques françaises, et à l'époque où il travaille sur ces archives, etc., des questions comme la question de la colonialité ne sont pas du tout prises en compte. Elles sont vraiment pratiquement hors des champs. Une anecdote. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur a écrit sur Foucault en Tunisie, sur 3 chapitres. Je reviens d'un colloque en Tunisie sur Foucault, où j'ai rencontré 3 personnes qui ont assisté à ce cours, vraiment dans les années 67, 68. Et un de ces premiers, il a fait un exposé vraiment très touchant dans lequel il a dit mais pourquoi il ne s'intéressait pas à nous? On avait vraiment l'impression que Foucault était complètement absent de notre champ problématique. Alors qu'à un même moment, il y avait un sociologue, Georges Lapassade, qui lui s'était impliqué dans les luttes au point de se faire expulser. Foucault l'avait défendu, mais lui-même, il était complètement à l'écart par rapport à ça. Et en même temps, il s'est dit, et pourtant, quand j'aurais lu après,
j'approuvais qu'il me donnait des instruments pour comprendre la même réalité. Et ça, c'est le paradoxe de Foucault, l'étude de coloniaux, en fait. Enfin, on lui reproche de ne pas avoir tout touché à la question, et en même temps, on continue de l'utiliser parce que... Et moi, la question que je me pose, est-ce que finalement, peut-être que Foucault, bon, il ne s'est pas intéressé à l'autre dans le sens de la colonialité, hein, mais il a cherché quelque part, toujours, à travers une sorte d'activité ethnographique sur sa propre histoire, sur l'histoire de la France, de mettre en lumière l'autre dans les mêmes, en fait. Dire, lorsqu'il parle de fou, lorsqu'il parle de prisonnier, je ne sais pas quoi, il essaie toujours, quelque part, de mettre en œuvre une démarche ethnologique qui, quelque part, devrait faire en sorte de nous arracher, disons, de notre présent. Donc, je pense que c'est ça, en fait, la productivité qui, après, a fait en sorte que, malgré, justement, tous ces oublis et ces mécompréhensions, les silences sur l'Algérie, par exemple, de Foucault, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, dans les années 50. Et pourtant, productivité de ces concepts. Une dernière chose, autre drame, par rapport à la question de la population, autre drame de Foucault dans les goûts 78, l'effet qu'il fait reposer l'émergence du concept de population sur une dynamique naturaliste du libéralisme, en fait, a créé une grosse confusion entre le naturalisme libéral, en fait, qui est le naturalisme de l'économie, des mécanismes économiques, et le naturalisme biologique de la population dans les siècles suivants, du XIXe siècle. Ce sont deux logiques complètement différentes. En fait. Et Foucault, il oscille entre ces deux logiques. Enfin, il ne voit pas très bien l'enclenchement, la différence, et je ne sais pas quoi. Dernière remarque, juste sur Hacking, non. Enfin, Hacking se trompe complètement sur ce point-là. La statistique administrative, elle commence en Norvège, bien avant justement le recensement des Espagnols. Mais la grosse différence, c'est qu'on ne peut pas problématiser la population dans l'économie pour la simple raison qu'en fait, dans l'économie, on va compter les esclaves et on les compte non pas comme des hommes, dans le recensement qu'on fait, mais comme des choses. C'est ça la grosse différence en fait. Si la problématisation de la population a pu se faire plus par les grands États nationaux sous les agglomérats nationaux, c'est justement qu'à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est comment on va compter ensemble de personnes qui appartiennent à des classes différentes, des catégories différentes, qui sont incomparables. La question de l'économie ne se pose pas, parce que dans l'économie, il n'y a que les colonisateurs qu'on compte comme des hommes, et puis il y a les esclaves qu'on compte comme des choses. Ce sont deux régimes qui ne permettent pas de penser la population comme un agrégat humain sur le même territoire. Je ne sais pas si j'ai vraiment à répondre. Non, mais c'est pas la fin. Je ne savais pas du tout que Yann Hacking avait dit la Norvège. Ensuite, sur la question du naturalisme libéral, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la façon dont Foucault rend compte de cette naturalité du marché à laquelle s'indexe la population. Mais effectivement, ça suppose de tordre un petit peu Foucault et de refaire rentrer dans cette dynamique de la société pour voir en fait un lien entre un racisme qui prend un discours de pure de l'économie comme si certaines populations étaient simplement excédentaires par rapport à une population idéale qui serait définie par un équilibre de salaire, un équilibre d'emploi. Et le racisme contemporain qui s'exprime particulièrement par les questions de la sexualité. Mais j'ai l'impression que déjà ce naturalisme libéral-là, simplement exprimé dans cette indexation de la population posée comme seconde par rapport au marché, est intéressant. Mais c'est vrai que chez Foucault, pour refaire rentrer en fait avec cette dimension de la généalogie de la sexualité, ça suppose effectivement cette articulation par l'intervention d'un segment familial qui effectivement peut poser des problèmes par rapport à ces deux logiques différentes avec les
Oui, voilà, je trouve ça très intéressant, mais encore une fois, je ramène toujours mes positions, c'est-à-dire à une période un petit peu antérieure. Sans savoir si vraiment ça remonte sur l'analyse, hein, parce que bon, on l'a dit à plusieurs reprises dans la discussion, on peut simplement dire que du pouvoir surgit à un moment donné vers le 18e, que tout ce qui précède n'a rien à voir avec le pouvoir, c'est des choses compliquées sur tout ça. Et quand même, bon, je reviens à ce qui prend le producteur, enfin, mon propre travail, hein, c'est la notion sorcière, et les pas enfin vont traverser par la question du sens. C'est que la chose sorcière, c'est une chose faite. Par exemple, c'est d'abord, on parle différemment des sorcières au début du XVe siècle, puis très vite, se féminise, et se polarise sur la figure de la sexualité féminine, de la sorcière, Maleficarum, enfin, c'est vraiment, on dit le marteau-pied des sorcières, et bon, les auteurs, la guerre historique sont très clairs, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, comme disait Baudin, pour un sorcier, 50 sorcières. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a 50 fois plus de femmes que d'hommes qui sont sorcières? Parce que au diable, la réponse est claire, c'est en identité. Les femmes sont plus libres que les hommes, elles sont plus poussées à une telle démon. Et le rapport avec le démon, c'est un rapport sexuel. Hein. Le pacte, c'est une invention de l'esprit. Bon, les gens de l'époque, ce n'est pas les pactes, c'est une signer des pactes. En fait, le pacte, c'est un pacte charnel, parce que la rencontre avec la future sorcière et le diable passe d'abord par un rapport sexuel, au cours duquel le diable marque son corps, son empreinte, comme le du diable, et ce rapport sexuel vaut pas, il vaut effectivement. Donc, c'est la fantasmatique imaginaire du tableau des sorcières passe par un catalogue de toutes les perversions possibles et imaginables, des choses, l'inceste, la sodomie, la zoophilie, etc. Donc, c'est par rapport à c'est un peu fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, lorsque surgit la nouvelle technique de pouvoir qui va conduire à la chose sorcière, de un certain temps, c'est la technique de l'enquête. Donc, il faut à disposition très important dans ce texte, dans ce savoir, aussi dans les textes sur la vérité évangélique. Le temps de l'enquête et du elle pose plutôt deux formes différentes. Une forme avec l'intuition, avec la torture, avec le paralysé par la torture, et d'autre côté, il y a le professionnel, les techniques de protection, parce qu'en 1915, la protection de régime impose la protection universelle et oculaire, etc. Moins une fois par an, chrétien, c'est un peu protégé, ce qui n'est pas le cas auparavant. Là, c'est la floraison de tous les manuels de compresseurs, de tous les qualités, etc. Donc, il faut la réduire sur le texte. Alors, dans les deux cas, je pense que la logique de la persécution qui va conduire entre autres à la persécution des sorcières, mais les aussi, les tableaux de l'école, comme des gérants vraiment à l'école, donc c'est aussi une sexuelle, alors mise à l'écart dans la persécution, par les rapports sexuels qui fait leur maladie, par le temps, et médicalement aussi, mais bon, c'est partie de la persécution. Donc voilà, imaginez la persécution est indissociable des sexuations. Bon, alors même s'il n'est pas encore question de race au sens moderne et définitif du terme, si on parle de race de sorcière ou de race humaine de matin, le dispositif implique un rapport au sexe, un rapport à ce qu'on pourrait appeler une jouissance service, un ensemble de points d'agression sexuelle qui constitue les figures de l'énigme diabolique. Voilà, alors c'est peut-être que c'est notre analyse, hein. J'en sais rien, notre analyse. Vous avez voulu analyser à partir de Foucault. Au fond, le problème de Foucault qui met en parenthèse passe avant le grand terminé, avant l'époque de donc cette genèse dans la longue durée de ce dispositif, il n'en parle pas, il n'a pas eu le temps d'en parler. Bien sûr, s'il a vécu longtemps et achevé le projet sur la sexualité, c'est possible, mais voilà, on est face à ce blanc. Donc du coup, on a l'impression parfois que cette installation de dispositif que vous avez décrit, la naissance du racisme, la sexuation du corps racial, enfin du corps, la sexuation du racisme, la racialisation du sexe, on peut dire quoi. Comme ça, c'est corrélatif à la naissance du pouvoir moderne. Mais ça remonte déjà en amont, très loin en amont, et alors là, bon, si on ne s'explique pas du côté de l'Afrique ou d'autres cultures, on trouverait très facilement des correspondants. Par exemple, François Héritier a remarqué que dans toute une série de populations, parce qu'aujourd'hui le Burkina Faso, il y a des figures de parias par chacune de ces ethnies, des gens dont le corps est tellement impur qu'on ne peut pas les enterrer, parce que si on les enterre après leur mort, ils vont contaminer la terre. Donc on les suspend aux arbres et ils pourrissent, ils sont dévorés par les oiseaux, les animaux qui circulent, etc. Bon, et leur nom signifie, je crois, ceux qu'on suspend aux arbres.
ils définissent presque toujours par un crime sexuel. Dans certaines peuplades, ils seront accusés d'être zoophiles, dans d'autres, ils sont accusés de pratiquer inceste, dans une troisième, je ne sais plus, mais c'est équivalent, etc. Donc voilà, bon, là on touche à des invariants, non plus à des a priori historiques, mais peut-être des a priori de l'histoire. C'est-à-dire les sortes d'invariants transculturels, transhistoriques, que l'analyse de Foucault me semble difficile. Je vois assez mal comment elle peut arriver à en rendre compte, quelque part. Alors, je ne dis pas ça pour critiquer mon exposé, mais pour pointer une difficulté. C'est-à-dire que comme le chêne de la souillure, le chêne de la jouissance maléfique et transgressive se retrouve dans un nombre très grand de cultures et produit presque toujours les mêmes effets. Mais pas toujours. Ça peut produire des effets d'exclusion, ça peut produire des effets de relégation, et parfois ça s'emballe en persécution. Oui, mais justement, en fait, je pense que là, effectivement, ce que j'ai décrit, c'est un investissement de la sexualité, l'investissement de la sexualité depuis parcours dans le pouvoir. Mais je pense que c'est pas du tout dans son notation de dire que seul le biopouvoir et les régimes noirs qui utilisent la sexualité, peut-être que c'est le seul qui conceptualise et qui fait naître le concept, ça peut-être qu'effectivement il le dit, mais je suis pas sûre que ce soit en cause d'ailleurs par une sorcière. Mais ne serait-ce que ce qu'il décrit dans les deuxième et troisième volumes de l'histoire de la sexualité sur la Grèce ancienne, où on voit bien qu'il y a d'autres régimes de pouvoir qui reposent sur une attention au sexe, sur une culture de soi, une pratique de soi même. Mais elle n'est pas persécutrice. Non, elle n'est pas persécutrice, mais justement, est-ce que là, on n'est pas en train de toucher un régime de pouvoir qu'on a du mal à faire rentrer dans le pouvoir, et que justement, peut-être qu'il ne faut pas chercher à le faire. Oui, bien sûr. Le régime de Corona, je parlais du coup du dispositif de pertinence qui semble lui aussi faire appel à des catégories sexuelles. Oui, bon, je pense que c'est pas partie du pouvoir, comme j'ai dit ce matin, ça se discute, bon, beaucoup d'entre vous l'ont discuté, moi je trouve que c'est un régime différent. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre l'articulation biopouvoir, biopolitique, thanatopolitique. Ça ne va pas aller de soi, donc voilà, je dissocie les deux, mais du sexe, il y en a partie. Alors là, effectivement, peut-être qu'il faut un recours à la psychanalyse, qui peut être intéressant, si on emploie de manière fine, c'est-à-dire mondogmatique, et en évitant les archétypes transhistoriques qu'on trouve toujours chez les mêmes. Bon, enfin, je ne sais pas, vous voyez un peu la difficulté. Donc, quand vous demandez si on peut penser la race sans empire, j'ai envie de dire oui, bien sûr, puisque ça, Foucault le montre dans le 1976. La théorie de la guerre des races, elle apparaît très très tôt, elle apparaît déjà à la fin du Moyen-Âge, avant le colonialisme, me semble-t-il. Et on parlait de races sorcières, de races maudites, etc. Le mot race, je crois qu'il doit foncer au XIVe siècle. Mais il désigne d'abord des races de chiens, de chevaux, c'est des races d'animaux. C'est lié à des pratiques et des techniques d'élevage et de dressage d'animaux, de sélection naturelle des animaux. Quand est-ce que ça s'applique aux hommes? Au XVe siècle, on parle déjà de races de sorcières. Donc ça glisse très vite. Alors j'avais recherché un peu dans des dictionnaires étymologiques. Apparemment, un peu plus haut, un peu plus tôt, il y avait en provençal, en citant le mot rassa qui signifiait complot, conjuration. Ça fait bien plaisir, ça retrouve. Ça n'a pas assez confirmé mon hypothèse, non? Bien sûr, derrière tout ça, c'est commencé effectivement, il y a ratio, parce que race vient de ratio, réor, et la race et la raison ont la même racine. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est très lointain, mais la raison, la rationalité et le racisme ont la même racine. Comme la naissance et le nazisme aussi, d'ailleurs, c'est la même question. Mais c'est passé par toute une série d'intermédiaires linguistiques et étymologiques très complexes. Donc oui, il y a de la race avant l'Empire. Donc bien sûr, lorsque l'Empire surgit, le terme de race va être fondamentalement transformé sur des termes liés. Est-ce qu'on peut donc faire la généalogie de la race sans penser l'Empire et appliquer le racisme au stalinisme sans... Est-ce que c'est plutôt par contre là? Oui, mais le racisme du stalinisme, ça me laisse très perplexe. Oui, ça pose même la question de savoir si c'était, s'il n'y avait pas une dose de provocation en fait dans cette forme.